Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer le rendez-vous parce qu'il est 19 heures passées. Donc, on laissait un petit peu de temps encore pour les derniers arrivants de pouvoir se connecter. On a peut-être du monde qui va nous rejoindre en cours de route, mais dans tous les cas, nous, on va commencer parce que il est l'heure. Donc, déjà, merci à tous de vous être connectés et d'être avec nous ce soir. Donc, on va commencer ce rendez-vous solidaire numéro 9 avec comme thème maintenir le lien sans mission terrain. Donc, déjà, on va commencer juste avec des petites fonctionnalités Zoom. Alors, la petite fiche technique pour qu'on puisse vivre ce rendez-vous bien tous ensemble. Donc, dans un premier temps, pensez si vous pouvez à tous couper vos micros pour éviter tout bruit parasite et l'arsène ou autre pour nos intervenants. Ça sera plus agréable pour eux pour pouvoir intervenir. Et en plus, on n'hésitera pas à vous donner la parole si vous avez des questions en fin de session. Je vais revenir sur ce point juste après. Pour faciliter, justement, on y est. Pour faciliter la distribution de la parole, pensez à bien lever la main. Vous avez une petite fonction sur Zoom où vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et on prendra vos questions. L'idée, c'est que pendant le déroulé du rendez-vous, on va laisser les intervenants parler. Et par contre, à la fin, dans le déroulé, je vais vous le présenter, on a tout un moment de questions-réponses où toutes vos questions seront prises en compte. Donc, n'hésitez pas à attendre ce moment pour poser votre question et à bien la noter de côté si vous avez besoin. Pendant la présentation, on va privilégier le chat, comme je viens de vous le dire, pour interroger les intervenants. Donc pareil, on met toutes les questions, si vous voulez, dans le chat. Donc si vous faites dérouler votre tableau sur Zoom, la petite barre en haut, vous allez voir qu'il y a un chat qui existe et vous pouvez écrire vos questions dedans et on va tout centraliser en fin de rendez-vous pour pouvoir en fait avoir cet échange en live de questions-réponses. Voilà pour les formalités. Une dernière qui n'a pas été marquée sur la slide, mais qui est importante à dire. On va diffuser des vidéos pendant le rendez-vous. Donc n'hésitez pas à mettre bien en plein écran cette visio Zoom pour pouvoir voir la vidéo en plein écran et en profiter un maximum. Et surtout à faire attention à la barre Zoom, à peut-être la peu ou la mettre sur le côté si vous y arrivez, parce que c'est des vidéos qui vont être sous-titrées par moment. Donc pour être bien sûr que vous puissiez avoir accès aux sous-titres, ça serait important que vous fassiez ça. Alors, au niveau du déroulé de la soirée, donc le rendez-vous est prévu sur 1 heure, 1 h 30 en fonction des questions qu'il y aura. Donc, il faudra compter 1 heure à 1 h 30. Donc, on va commencer en introduction par présenter les Amis des Enfants du Monde. S'il y a du monde ici qui ne connaît pas l'association, ne vous inquiétez pas, on va vous la présenter pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qu'on fait. Après, on va vous présenter les équipes qui vont intervenir dans ce rendez-vous. Donc, les équipes secteurs de notre côté, les équipes de nos partenaires aussi, certains sont présents, certains seront dans les vidéos. Donc, on va vous présenter tout le monde. On va présenter les pays mis en avant dans ce webinaire également, pour que vous ayez un petit peu une notion du pays mis en avant et aussi ce qu'on peut y faire en termes de partenariat avec les Amis des Enfants du Monde. Puis après, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet concret de notre rendez-vous de solidaire de ce soir, qu'on a décidé de diviser en 3 parties. Ces 3 parties représentent une question à laquelle on va vous répondre, alors grâce à nos différents intervenants. Donc la partie 1, ce sera la question pourquoi nous ne partons pas en mission dans certains pays? Et on aura Alexandra qui sera là pour y répondre et vous expliquer un petit peu le positionnement de l'association à ce niveau-là. En partie 2, on va expliquer pourquoi dans ce contexte, on fait le choix de maintenir le partenariat. Et donc là, on a la chance d'avoir le témoignage de certains de nos partenaires et nos équipiers secteurs qui pourront vous répondre en live et vous expliquer pourquoi. Et enfin, en dernière partie, expliquer comment on contourne cette impossibilité de mission. Et donc là, on a la chance d'avoir un de nos partenaires qui est présente ici avec nous et nos équipiers qui vont pouvoir répondre aussi à cette question. Ce à quoi, comme je vous l'ai dit, on va faire une session juste à la fin de questions-réponses. Donc là, ça sera des questions ouvertes. Donc encore une fois, on n'oublie pas d'utiliser la main levée pour éviter d'avoir trop de personnes qui parlent en même temps. Et le chat aussi, si vous voulez pas forcément poser votre question à l'oral, on centralisera tout. Enfin, Alexandra surtout centralisera tout et posera les questions. Et les différents intervenants pourront répondre en fonction de la question posée. Et enfin, on sera sur la fin du rendez-vous. Alors, on va commencer, donc, comme je vous l'ai dit, sur la présentation des Amis Enfants du Monde. Et on pensait important déjà de rappeler un extrait des statuts pour un petit peu vous expliquer déjà qui on est et ce qu'on fait. Donc, l'association Les Amis Enfants du Monde a pour objet la mise en œuvre de moyens de toute nature visant à aider les enfants en détresse dans le monde.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre association, on est une ONG qui a été créée en 1974, donc on fête nos 50 ans cette année. Et notre ONG a pour objectif de soutenir des programmes de défense des droits de l'enfant à l'initiative, excusez-moi, des organisations locales. Donc, ensemble, en fait, avec nos partenaires, on défend l'idée qu'un enfant accompagné aujourd'hui est un pilier du monde de demain. Et donc, c'est pourquoi que nous travaillons avec des acteurs à l'écoute des enfants, des familles et des communautés bénéficiaires. Nous intervenons sur tout le pan de développement de l'enfant, que ce soit le droit à l'éducation, à la protection, à la santé et à une identité. Et enfin, pour vous donner quelques chiffres, pour que vous ayez un peu une notion de ce qu'on fait dans le monde actuellement, on a actuellement, donc, on est présent dans 14 pays. On est en partenariat avec 36 partenaires locaux et qui soutiennent 70 programmes. Enfin, nous soutenons 70 programmes à travers le monde. On a 50 ans. Comme je l'ai dit au tout début, on a été créé en 1974, donc c'est l'année de nos 50 ans. C'est une année importante pour nous. Et enfin, on compte en 2023 22 996 enfants qui ont pu bénéficier directement de nos programmes. Donc nous allons passer maintenant à la présentation du thème de ce rendez-vous solidaire. Donc c'est un rendez-vous, un thème. Le thème, c'est maintenir le lien sans mission terrain. On trouvait ça important de pouvoir faire un rendez-vous solidaire dédié à ce thème. Alors je vais pas trop en dire dans cette partie parce que je ne voudrais pas prendre la main sur tout ce qui va être dit tout au long. Mais l'idée, c'est en fait vous expliquer pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, on ne peut pas se rendre. Il y a certaines régions du monde où, pour différentes raisons qu'Alexandra va vous exposer, on ne peut pas se rendre. Et on va vous expliquer aussi l'importance du lien que nous avons créé avec nos partenaires qui permet de continuer ensemble notre objectif commun qui est la défense des droits de l'enfant. Et on arrive à continuer ce combat ensemble. Donc voilà, vous allez avoir toutes les réponses aux différentes questions posées dans les parties durant le rendez-vous solidaire. Et donc pour y répondre, on a la chance d'avoir eu trois secteurs dans lesquels nous ne pouvons pas nous rendre actuellement, qui ont accepté de participer en fait à la mise en place de ce rendez-vous. Donc, on a le secteur Haïti avec notre partenaire Interaid, on a le secteur Bangladesh avec notre partenaire Friendship et le secteur du Burkina Faso avec notre partenaire ACZN, donc l'association Zoram Naktaba, excusez-moi. Et donc, on a la chance de pouvoir les avoir comptés parmi nous dans l'organisation de tout ce rendez-vous et ils vont venir aussi exposer leur point de vue sur toutes ces problématiques. Donc, au niveau des équipes secteurs, donc de notre côté, qui sont présents ce soir pour vous présenter tout ce thème et répondre aux différentes questions, nous avons du côté Burkina Faso Cécile Vexten et Carole Malaquin, qui seront là pour représenter le secteur Burkina Faso. Pour représenter le secteur Haïti, nous avons Jean-Luc Maltaverne, Cécile Vexten et Jean-Michel Maillard. Donc vous allez vous rendre compte très vite, mais on a des équipiers secteurs qui sont présents dans deux secteurs parce que, ils ont la possibilité en fait aujourd'hui de travailler sur les deux secteurs. Donc ils pourront à la fois intervenir, notamment pour Cécile par exemple, sur le Burkina Faso, mais également sur Haïti. Et nous avons le secteur Bangladesh avec Madou Divoire et Jean-Michel Maillard. Donc Jean-Michel qui, comme Cécile, pourra intervenir sur les deux secteurs que sont Haïti et le Bangladesh. Et enfin, on a Alexandra Poto, générale de l'association, donc salariée de l'association, qui interviendra en première partie pour vous expliquer le positionnement de l'association concernant les missions et leur réalisation. Du côté de nos partenaires, nous avons la chance d'avoir eu quatre intervenants qui étaient disponibles pour venir nous aider à construire ce rendez-vous solidaire. Donc, on va pouvoir voir notamment en vidéo du côté du secteur du Bangladesh, Ilyas Iftekhar Rasoul, qui est le directeur senior et responsable de l'éducation chez notre partenaire Friendship. Du côté Burkina Faso, nous avons Francis Guelbeogo, qui est directeur du Centre d'instruction et d'éducation rurale chez AZN, et Pascal Sawadogo, qui est le coordinateur de l'association AZN. Et enfin, du côté de Haïti, nous avons la chance d'avoir ce soir connecté avec nous Anne Seb, qui est la chef du secteur et responsable des finances chez Interred, et qui sera présente en troisième partie pour répondre à différentes questions. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Cécile pour présenter un petit peu plus le secteur Burkina Faso. Oui, donc au Burkina Faso, qui se trouve en Afrique de l'Ouest, nous avons actuellement trois programmes.
deux partenaires avec trois programmes. Donc, il y a un partenaire qui a deux programmes et on a une dotation des AEM de 29 400 euros pour l'année 2023. Donc, le Burkina Faso en trois chiffres, il y a 53% de la population qui a moins de 18 ans, donc ça fait quand même beaucoup de jeunes. Presque 2 millions de personnes déplacées internes au 31 janvier. Donc, les déplacés internes, ce sont les gens qui viennent aussi bien d'autres régions du Burkina qui se déplacent par rapport aux problématiques des frontières ou en insécurité ou des autres pays qui viennent au Burkina Faso pour éviter les soucis de sécurité. Et au niveau de taux d'alphabétisation, on a 28,7%. C'est pas beaucoup. Ça veut dire moins une personne sur trois qui est analphabète. Donc, voilà. Merci beaucoup, Cécile. Alors maintenant, on va passer au secteur Bangladesh avec Madou qui va pouvoir nous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on y fait et les chiffres de ce secteur. Oui, alors le Bangladesh, c'est un pays qui se trouve à l'est de l'Inde, un tout petit pays, une superficie très réduite et qui porte une population extrêmement importante. C'est le pays qui a le plus grand taux d'habitants au kilomètre carré, 1296. C'est vraiment énormément de monde sur un tout petit territoire, sans compter que ce petit territoire, il est à l'extrémité de tous les grands fleuves de l'Inde et qui se déversent dans le delta du Bengale et que toutes les eaux de ces fleuves inondent et occupent les sols d'une façon assez importante. Et puis, 30 millions d'enfants. Bon, il y a énormément de jeunes, effectivement. La population est très jeune. Les gens, ça s'est réduit un peu maintenant, mais les gens ont énormément d'enfants. Ils ont de très grandes familles. Alors, au Bangladesh, pour l'instant, nous avons 7 programmes avec 3 partenaires et on a eu la somme de 49 000 euros qui a été affectée à nos programmes en 2023. Parfait. Merci beaucoup, Madou, pour cette présentation du Bangladesh. Et enfin, on va laisser Jean-Luc nous présenter le secteur Haïti. Alors, Jean-Luc, est-ce que tu nous entends? Voilà, excusez-moi pour le micro. Aucun souci, c'est souvent un petit risque qu'on peut avoir. Donc, Haïti est un petit pays de la mer des Caraïbes, situé sur une île qu'il partage avec la République dominicaine et qui connaît actuellement une grave crise politique et économique où la population est particulièrement en danger. Nous gardons actuellement un partenaire qui est donc Interred avec deux programmes qui sont la sécurité alimentaire des familles dans une zone à l'ouest de l'île et un deuxième programme qui est l'appui aux écoles primaires rurales dans la même zone à l'ouest. C'est donc le 163e pays au niveau indice de développement humain. Et il faut savoir que la population à 33% de la population a moins de 15 ans. C'est un pays vraiment très très jeune et qui manque d'avenir, c'est dommage. Et la population à 33% n'a pas accès à l'eau potable, un tiers donc. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour la présentation du secteur Haïti. Donc maintenant qu'on a pu faire le tour des trois secteurs et de comprendre un petit peu mieux leur, leur Leur dynamique dynamique actuelle, actuelle, on, on, on on va va passer. passer. Alors, je Alors, je suis suis vraiment vraiment désolée, désolée, il y a il y un a un petit petit effet de effet de Larsen. Larsen. Alors, on va passer maintenant à la première partie de notre rendez-vous solidaire. Donc, Donc, comme je comme vous je l'ai l'ai dit, qui était dit, pourquoi pourquoi nous nous n'allons n'allons pas en pas en mission mission dans dans certains certains pays. pays?
Et donc, pour y répondre, nous avons Alexandra qui va nous expliquer l'importance des missions et surtout les raisons faisant qu'aujourd'hui, les amis des enfants du monde ne sont pas en capacité d'aller en mission dans tous les pays. Bonjour à tous, merci Manon. Alors oui, en effet, je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partir en mission dans tous les pays, mais déjà, je vais vous parler de pourquoi est-ce que normalement on part en mission. À quoi ça sert normalement une mission? Tout d'abord, on part en mission pour évaluer nos programmes. Parce qu'on est financeur, donc nous devons donc, et nous devons aussi à nos donateurs, de vérifier la bonne utilisation des fonds envoyés. Deuxièmement, la mission, elle nous permet aussi de faire exister, de faire vivre les partenariats, parce que la mission, les échanges formels, les échanges informels, par exemple, des échanges autour d'un déjeuner ou des échanges lorsqu'on fait un déplacement en voiture et qu'on est pris dans les bouchons, c'est très riche d'informations et tout ça, ça nous permet de créer des vraies relations de travail et aussi de sortir de la simple relation de mécénat. C'est pour ça que vraiment on parle de partenariat, de réciprocité et tout ça, c'est à travers la mission qu'on va faire vivre ça. La mission, elle nous sert aussi à collecter des éléments qui vont permettre la prise de décision, notamment pour notre conseil d'administration. Par exemple, tous les éléments qui vont permettre de savoir s'il faut augmenter le budget sur un programme. Par exemple, est-ce qu'il y a eu une augmentation de bénéficiaires? Est-ce qu'il y a eu une hausse du prix des matériaux sur place, l'inflation, etc. Mais peut-être qu'il faut le baisser. Est-ce qu'il faut baisser le budget? Est-ce qu'il y a eu un pan d'activité qui s'est arrêté? Est-ce qu'il y a au contraire une baisse de bénéficiaires? Est-ce qu'il y a une perte d'efficacité? Est-ce qu'il faut arrêter un programme ou si jamais, s'il s'agit d'un nouveau programme, est-ce qu'on se lance? Et enfin, l'émission, elle va être utile pour collecter de nombreux éléments, des photos, des témoignages, pour collecter auprès de nos donateurs, de nos bénévoles, pour les mobiliser, pour témoigner, pour rendre des comptes. Donc tout ça, c'est hyper important. Alors si jamais vous voulez en savoir plus, parce que c'est pas le cœur de notre sujet ce soir, je vous renvoie au rendez-vous solidaire numéro 8, au cœur d'une mission qui parlait vraiment spécifiquement de tout ça, qui est disponible sur YouTube. Et Manon va vous ajouter le lien dans le chat. Merci beaucoup Manon. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce qu'on part en mission, on va surtout parler ce soir de qu'est-ce qu'on fait quand on peut pas partir en mission. Et c'est notamment quand viennent se mêler à notre mission des enjeux importants de sécurité. Donc l'un des défis majeurs pour nous, auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés, notamment à travers les trois secteurs que vous avez pu voir se présenter, concerne la sécurité et l'instabilité dans certaines régions, dans certains pays. On parle de conflits armés, de menaces pour la sécurité, des troubles civils. Tous ensemble, ça va créer des environnements aujourd'hui où il est dangereux et il est difficile, voire impossible pour nos équipes de se rendre sur place. Il s'agit de contextes dans lesquels parfois les personnes qui représentent des ONG peuvent être prises notamment pour cible, soit parce qu'ils peuvent être considérés que ça peut être aussi bien par des groupes étatiques que non étatiques, mais ils peuvent être considérés comme des parties prenantes, un petit peu indésirables, ou alors des parties prenantes un peu menaçantes. Tout ça, ça peut conduire à des attaques délibérées et forcément, ça nous dissuade de pénétrer dans certaines zones, même lorsque l'accès est théoriquement à peu près autorisé. Par ailleurs, nos équipes, elles peuvent parfois faire face aussi à des situations imprévisibles. On parle d'éruptions de violence, d'événements politiques un peu inattendus qui, d'un coup, soudainement, vont modifier le climat de sécurité. Donc là, par exemple, je sais que nos équipes ne prévoient jamais une mission lors de périodes électorales. C'est des choses sur lesquelles on sait que il peut vite y avoir des étincelles. Et à tout ça va s'ajouter et vont s'ajouter malheureusement de plus en plus les catastrophes naturelles, les inondations, les ouragans, qui vont également déstabiliser un climat sécuritaire. Donc en bref, vous voyez que dans certains pays où règne déjà une certaine instabilité politique, la fenêtre pour se rendre sur place, elle est très minime. À ça, faut ajouter le fait qu'il faut qu'on puisse accéder à nos partenaires, mais sans les impacter. Donc déjà, il faut rappeler que l'Organisation des Amis des Enfants du Monde, vous le savez, c'est une ONG qui fonctionne avant tout grâce au bénévolat. Les ONG qui fonctionnent sur le salariat, elles ont très souvent des responsables sécurité pays dans leurs équipes. Ces personnes vont élaborer des mesures de gestion des risques de sécurité, elles vont gérer les incidents, elles vont élaborer des procédures sécu. Donc en fait, c'est un métier qui vraiment fait partie des métiers de l'humanitaire. Nous n'envoyons pas d'expatriés sur place. En mission longue, vous l'avez compris, c'est des missions courtes d'évaluation. Les bénévoles qui partent sont formés à l'évaluation de projet, ils sont formés aussi aux logiques de partenariat. Mais ils ne sont pas professionnels des questions de sécurité parce que c'est un métier à part entière. L'instabilité politique, elle va aussi souvent aller de pair avec des restrictions de mouvement imposées soit par les autorités locales, soit par les groupes armés.
Et ça, nous, sur place, sur le terrain, ça va nous poser un double problème. Déjà, d'une, ça fait que sur place, notre sécurité, elle repose très généralement sur notre partenaire. Par exemple, ils vont venir nous récupérer à l'aéroport, ils vont souvent nous emmener voir les différents sites, visiter les différents programmes. Donc si nous, en tant qu'humanitaires, nous devenons des cibles, eux le deviennent aussi. Et résultat, nous les mettons en danger. Donc évidemment, c'est pas souhaitable. Deuxièmement, ça peut être aussi parfois difficile, voire impossible d'accéder à nos partenaires, aux programmes, aux communautés, aux enfants que nous soutenons parce qu'il y a des contrôles de sécurité, parce qu'il y a des barrages routiers, parce qu'il y a des interdictions de circuler. Tout ça, ça va être autant d'obstacles qui vont rendre une mission d'évaluation très compliquée et surtout pas hyper efficace. Alors, c'est quoi? J'anticipe un peu vos questions. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui on appréhende le risque? Souvent, dans un premier temps, c'est souvent nos partenaires qui vont être les premiers à nous avertir, notamment via WhatsApp, parce qu'on a toujours des groupes WhatsApp avec eux. Une de nos sources, ça peut être aussi France Diplomatie, qui ont une carte sur le site de France Diplomatie. Il y a une carte qui est actualisée tous les jours. Donc, il y a des zones vertes, des zones oranges, des zones rouges, et on peut voir si on peut y aller ou pas. Parfois, c'est formellement déconseillé. Donc, ça nous permet aussi de jauger un peu le risque. Évidemment, on va aussi échanger avec d'autres ONG pour voir, eux, comment ils appréhendent le risque sur place. Est-ce qu'ils renforcent leur sécurité? Est-ce qu'ils rapatrient carrément leurs expatriés? Tout ça, c'est autant d'informations qu'on va pouvoir croiser pour jauger le risque et voir si nous partons. Bon, après, en général, je dois vous dire quand même que la première source, nos partenaires, quand ils nous alertent, ça signifie qu'eux-mêmes vont pas sentir en capacité de gérer notre sécurité. Donc, c'est quand même une source qui va primer un peu sur les autres. Voilà. Alors, c'est sûr que dans ce type de contexte, pour nous, c'est quand même une grande chance de pouvoir s'appuyer sur des associations locales. C'est une grande force parce que nos partenaires, ils ont une connaissance approfondie du terrain, des dynamiques communautaires. Leur ancrage dans la région, ça va leur permettre de comprendre les besoins spécifiques des populations touchées et surtout, ça va leur permettre d'identifier les populations les plus vulnérables de manière beaucoup plus fine que nous, on ne pourrait le faire. Et par ailleurs, en plus, tout leur réseau, ils ont des réseaux sur place qui sont très bien établis, donc ils vont pouvoir accéder plus facilement aux communautés. En plus, ils connaissent bien les canaux de communication, les routes alternatives, les protocoles locaux. Donc tout ça, ça va leur permettre de contourner des obstacles auxquels nous, on est confrontés. Donc ce soir, nous allons nous concentrer sur les 3 pays dans lesquels nous ne pouvons pas partir. Donc vous l'avez compris, le Burkina Faso, le Bangladesh et Haïti. Et ce sont 3 pays dans lesquels nous sommes déjà partis. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ces 3 pays, quand même, dans lesquels on connaît plutôt bien le terrain. On est déjà parti, on a un peu des réseaux sur place. On connaît très bien nos partenaires, on les a déjà rencontrés, on les connaît bien. Et c'est grâce à ces missions qu'aujourd'hui, nous avons des relations de partenariat qui sont fortes et qui sont basées sur la confiance. Voilà, donc pour conclure cette première partie, malgré tous ces défis, notre lien avec nos partenaires reste très fort. Donc ça, nos équipiers et nos partenaires vont pouvoir vous en dire plus. Et en tout cas, nous continuons évidemment à chercher ensemble des moyens innovants pour surmonter tous ces obstacles et pour poursuivre notre mission. Voilà. Merci beaucoup Alexandra pour ces riches explications sur le positionnement de notre association sur tout ce qui concerne la mission et la sécurité pour partir en mission. Et donc nous allons en effet maintenant passer à la partie 2 et on va s'intéresser plutôt aux raisons qui font que nous souhaitons aujourd'hui maintenir ces partenariats malgré l'absence de mission. La partie 2, donc dans ce contexte, pourquoi faisons-nous le choix de maintenir ce partenariat? Pour cette partie, nous aurons la chance d'avoir les témoignages de nos équipiers secteurs en live qui sont prêts là pour intervenir sur les différentes questions qu'on a pu se poser pour répondre à cette question globale. Mais avant ça, on va voir une vidéo ensemble mettant en avant au travers des témoignages de nos partenaires, le lien fort qu'ils nous unit en fait avec eux malgré la distance. Je suis Guelbero Francis, créateur du volet éducation de l'association de Ramnatava. Nous avons comme partenaire les Amis des enfants du monde qui nous appuient beaucoup pour le fonctionnement de cette école. De par le passé, ils organisaient des visites sur le place, mais depuis que la crise sécuritaire a commencé, cela n'est plus possible. Mais les Amis des enfants du monde continuent à nous soutenir, à nous croire, et cela nous réconforte
Cela nous permet de mener à bien les activités d'éducation. Les équipes des AEM, que je connais depuis plusieurs années, sont toujours très impliquées, très intéressées et réellement intéressées par les actions, par les familles, par les problématiques et les manières d'y répondre. Donc c'est toujours des échanges assez riches, puisque ça dépasse effectivement la pure collaboration financière. Je suis Saorgo Pascal, coordinateur de l'association Zorom-Nataba du Gué. Nous sommes très contents de ce partenariat. Il y a une très bonne équipe qui échange régulièrement avec nous. Malgré qu'ils ne peuvent plus se rendre sur place, ils continuent de nous appuyer et continuent de communiquer à distance avec nous. Ce partenariat ne se limite pas seulement aux finances et au matériel. Il y a l'échange qui est aussi important. I am Ilyas Iftekhar Rasool, one of the Senior Director and Head of Education Friendship. AEM partnership means a lot to Friendship. Since 2010, AEM is supporting 3 Friendship schools in 2 communities. One primary school at Shraddharpada and also a secondary school at Shraddharpada, and one primary schools at Notorkandi. The partnership with AEM holds a profound significance to Friendship. It is beyond just mere collaboration. It provides a significant change in the community through this collaboration. L'appui des AEM est financier et donc est extrêmement précieux pour la mise en place et la poursuite de nos actions, puisque bien évidemment sans nos bailleurs de fonds, nous ne pouvons rien faire. Et ce qui est de particulier à une subvention privée, c'est qu'elle permet de lever des cofinancements publics, puisque l'argent public n'est attribué que si un apport privé est présent. Donc bien sûr, les montants sont moins importants pour les fonds privés, mais c'est eux qui déclenchent les fonds publics. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Assured partnership since 2010 and the consistent support to the communities by providing the access to education reflects our common goal and objective. Last but not the least, our communication is based on the mutual trust and respect. Donc, on a pu visionner donc, cette vidéo où on a eu la chance d'avoir nos partenaires qui ont pu intervenir pour nous expliquer un petit peu le lien fort qui nous unit. Maintenant, je vais me rapprocher de Carole du secteur Burkina Faso pour savoir comment on garde le lien avec le partenaire à distance. Bonsoir à tous et à toutes. Comme on disait tout à l'heure, on avait dans l'équipe des coéquipiers qui sont déjà partis là-bas. Donc le lien a déjà été établi, donc c'est facile de maintenir le lien et on demande des nouvelles régulièrement. D'un autre côté, c'est aussi un partenaire AZN qui nous envoie des photos, des informations spontanément pour expliquer un peu ce qu'ils font sur le terrain. Ce sont aussi des partenaires très réactifs qui répondent très vite à toutes nos sollicitations. Et on peut communiquer aussi selon plusieurs canaux, ce qui est facilitant. Donc, ça peut être WhatsApp, ça peut être par mail. On peut faire aussi facilement des visios. Et donc, comme on ne va pas en mission, eh bien, plutôt que d'envoyer un mail, on leur demande de faire une visio. Comme ça, on a quand même un petit contact virtuel, mais on les voit pour de vrai. Et donc, justement, vu qu'on ne va pas en mission, alors on a ce petit contact virtuel, mais comment globalement on travaille sans ces missions? Comme je disais, on fait des points réguliers, donc on privilégie la visio. Et comme ce sont des partenaires que l'on connaît, on a aussi identifié au préalable les bons interlocuteurs. Donc si c'est une demande qui concerne le budget, si c'est la com ou si on veut les résultats scolaires ou ce genre de choses, et on a l'interlocuteur privilégié, on sait à qui s'adresser pour obtenir la bonne réponse. Parfait. Merci beaucoup pour tes réponses, Carole. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Michel, donc du secteur Bangladesh et Haïti, et pour savoir quelles difficultés tu rencontres dans cette distance, et plus globalement, l'équipe peut rencontrer dans cette distance.
Oui, bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, il y a des difficultés, hein. En dehors des problèmes liés aux moyens techniques, il existe des réelles difficultés de compréhension ou d'interprétation de nos demandes par nos partenaires. Déjà, il faut savoir qu'à distance, c'est surtout nous qui sommes demandeurs et c'est rarement le partenaire, hein. Et donc, nous avons tout un travail sur la formulation de nos questions, quel que soit le thème, hein, pour être sûr qu'elles soient bien interprétées par le partenaire et surtout qu'elles ne le mettent pas en défaut, quoi. Alors, on a tous été formés au sein des AEM à l'interculturalité et nous l'avons tous pratiqué en mission. Et on sait très bien que sur place, quand on est en mission, une attitude, un sourire, ça facilite beaucoup les échanges en face à face avec un partenaire. Et on ressent tout de suite si ça va marcher, si ça matche ou pas notre relation. Par contre, quand on est à distance, comme ça, en visio, bah, c'est beaucoup moins évident. Et donc, même avec une très bonne connexion, il y a toujours un petit temps de latence, un petit décalage. Il faut parler lentement, voir si le partenaire a bien tout compris de notre demande. Ou bien nous, est-ce qu'on a bien tout compris de son explication? Doit-on le répéter sans l'offenser? Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu du domaine de l'interculturalité. Et c'est pas facile, hein, et le pire, en plus, c'est peut-être quand on correspond avec le partenaire uniquement par mail. Alors là, parce que c'est arrivé sur Haïti, par exemple, où il n'y a pas de connexion, de vraie, très très bonne connexion, donc on fait que des mails. Bon, bah, annoncer par exemple un désengagement à un partenaire sur un programme ou même un arrêt de partenariat pour X raisons, hein, et ben c'est très dur en fait à assumer quand on n'est pas en face à face avec l'interlocuteur, hein. Moi, je sais que j'étais pas à l'aise avec ça et bon, déjà. Annoncer un désengagement à un partenaire, c'est jamais très simple, hein. Mais moi, je me mets à la place du partenaire. C'est comme si vous receviez une lettre de licenciement de votre employeur par message électronique. Bon, bah, ça manque singulièrement d'humanité, quoi. Oui, bien sûr, j'imagine la difficulté que ce doit être. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Pour continuer en fait dans cette réflexion de ce qui maintient notre partenariat, on a une autre vidéo d'illustration à présenter pour la suite des questions posées à nos équipiers. Donc cette fois-ci, on va être plus sur les fondements de notre confiance. Qu'est-ce qui fonde en fait notre confiance? Et donc c'est plutôt cette approche holistique qu'ont nos partenaires. Je vous laisse découvrir la vidéo pour en savoir plus et après on va la commenter avec nos équipiers. Tous les programmes d'Inter-Aide, quel que soit leur domaine d'activité, participent à l'amélioration des droits de l'enfant, que ce soit l'appui aux écoles évidemment, mais aussi l'appui aux agricultures familiales, l'accès à l'eau, à l'assainissement, aux latrines. On parlera du terme holistique parce que la ZN intègre plusieurs domaines d'activité dans son mode d'intervention, que sont l'agro-environnement, l'éducation, la santé, la petite enfance. On y trouve des activités dédiées à la jeunesse et aux enfants. The effort that we take to develop children's rights is the first is providing access to education. This is the most foremost children's right that we are providing together. Number two, that the children, we have a strong child protection policy and we strictly maintain that one. Number three, the children are given access to other activities in terms of co-curricular and extracurricular activities to help develop their both physical and mental faculties. And then we also provide them lessons on various civil rights and the child rights issues in the class so that they are better aware and can develop as a future citizen of the country. Nous sommes dans une classe de l'école Keliam. Cette école même que nous appelons affectueusement l'école de la deuxième chance, qui a été montée pour permettre aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui ont suivi une formation à Morée de pouvoir apprendre le français en 4 années.
Voilà, et au bout de ces 4 années, voilà, ils passent le certificat d'études primaires. Et cela voilà, leur permet voilà, de s'insérer voilà, dans la société. C'est-à-dire que dans leur communauté de base, dans le village, ils constituent pour la plupart des personnes ressources. Voilà, ils animent le groupement et associations villageoises. Et c'est eux qui animent voilà, le conseil villageois de développement. Et parmi eux, nous avons un certain nombre voilà, de jeunes qui arrivent à poursuivre leurs études au collège. Et cela leur permet voilà, après d'avoir un boulot. Nous travaillons énormément avec les parents d'élèves, puisque ce sont des acteurs importants de l'école et ce sont surtout les acteurs principaux pour l'éducation de leurs enfants, puisque c'est d'abord les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc toutes nos sensibilisations, nos animations visent à leur faire prendre conscience de l'importance de ce rôle. Donc nous travaillons beaucoup avec les parents d'élèves. En agriculture, par exemple, nous aidons les parents à améliorer leur récolte et donc améliorer leurs revenus, et ce qui peut leur permettre de mieux payer les écolages, les frais d'inscription de leurs enfants à l'école. Donc toutes nos actions forment une sorte de synergie qui permet d'améliorer les conditions de vie des familles et bien sûr de leurs enfants, et donc d'améliorer l'accès des enfants à leurs droits fondamentaux. Dans cette vidéo, vous avez pu voir encore une fois le témoignage de nos partenaires qui insistent sur la vision globale qu'ils ont en fait du développement de l'enfant, et donc qui fondent aujourd'hui la confiance qu'on peut avoir en eux. Donc je vais me tourner maintenant vers Jean-Luc du secteur Haïti, pardon, pour pouvoir répondre à la question. Quel est ton ressenti à toi en tant qu'équipier? Comment garder une motivation intacte quand on connaît l'impact d'une mission et de la relation sur le terrain? Alors, ayant intégré le secteur en 2017, je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de partir en mission dans ce pays. La mission devait avoir lieu en 2019 et on a été averti une semaine à l'avance des difficultés qui commençaient de se produire en Haïti. Et donc, la mission n'a pas eu lieu et les années qui ont suivi non plus. Donc, c'est un sentiment de frustration, de réaliser la difficulté de ne pas pouvoir appréhender en direct le vécu de notre partenaire face aux besoins sur le terrain, d'une part, et de ne pas pouvoir communiquer une émotion que des images et des témoignages ne procurent pas de la même façon. Il nous manque l'envie de connaître et de créer du lien pour approfondir les relations afin que lors des prochains entretiens et visio, on soit capable d'identifier les acteurs de terrain, les bénéficiaires et partager avec eux ce que nous avons vécu ensemble pour mieux après se projeter vers l'avenir. Malgré tout, la motivation perdure, déjà par l'actualité, les infos sur le site, ou différents supports et surtout sur le lien avec le partenaire qui est très réactif à nos demandes. Mais cependant, ne pas partir en mission ne freine pas le fait de s'approprier la connaissance d'un secteur, attendu que la lecture de l'historique et des différents supports de rapports de mission précédentes sont motivants et favorisent notre questionnement auprès du partenaire. En effet, et bah justement, merci pour ta réponse et tu parles d'appropriation. Donc maintenant, je vais peut-être me tourner vers Jean-Michel pour peut-être savoir comment on peut s'approprier un secteur quand on n'y a jamais été, ce qui est ton cas, toi, sur le secteur Bangladesh. Donc je te laisse nous répondre à ce niveau-là. Oui, bah, c'est vrai que Jean-Luc a un petit peu dit pas mal de choses, mais bah, déjà quand on arrive sur un secteur, on arrive dans une nouvelle équipe. Donc, ce nouveau secteur, il faut découvrir bah, des partenaires, il faut découvrir des nouveaux programmes, il faut découvrir le pays. Ça demande énormément de travail, de lecture, de compréhension pour s'approprier en fait le secteur. Alors, ça, c'est un travail motivant, comme disait Jean-Luc, hein, parce que quand tu arrives sur un secteur, tu sais que si c'est un secteur dit normal, bah, tu sais que tu vas partir dans un an ou deux en mission, donc la motivation, elle est là, quoi.
Quand par contre, bon, bah, tu sais qu'il n'y aura pas de mission ou qu'il n'y en aura plus, parce que c'est vrai qu'il y a des pays comme où il y a eu des missions, mais maintenant il n'y en a plus, quoi. Bah là, il faut trouver en fait la motivation un peu ailleurs. Et il y a toujours cette découverte pour s'approprier le secteur, hein, découvrir le nouveau partenaire, les nouveaux. Mais ça dure un temps et après, bah, en fait, la motivation, en fait, c'est le travail d'équipe, hein. Moi, je pense que c'est ça le plus, le plus important, puisqu'on n'a plus la petite carotte de partir en mission. En tout cas, ça demande beaucoup plus de travail, effectivement, pour tout ce qui va être la rédaction des articles pour ce que nous demande la com, quoi, pour la lettre au parrain, pour la revue et des AEM Le Toit, par exemple. Bon, bah là, ça nous demande énormément de travail, quoi. Et bah, justement, tu parles du toit, de la lettre au parrain, donc c'est des demandes de témoignages que tu as souvent et Oui. des demandes même plus globales. Comment tu arrives à bien retranscrire ça à distance? Bah, faut aller à la quête aux infos chez le partenaire, quoi. Donc, lui demander des témoignages, des photos. Donc, ce sont de nombreux échanges en fait de mails, hein, avant d'avoir des éléments qui vont pouvoir nous servir pour le rédactionnel. Euh, c'est toujours dans notre formulation pour que le partenaire comprenne bien. Quand on est en mission, c'est facile. On est nous, voilà. Moi, quand j'étais en mission, par exemple en Inde, j'avais mon appareil photo. Je savais que la com nous avait demandé des photos de gamins euh, en action, par exemple, et tout ça. Donc, je savais faire le bon cadrage photo. Je savais comment aller interviewer un partenaire ou quelqu'un qui travaille sur le terrain. Et puis, mais par là quand on est donc à distance, comme ça, bon, bah, la com nous demande toujours des photos d'enfants qui sont souriants, pleins de vie, et surtout en action. Bah là, bah, avec notre partenaire, il faut bien expliquer tout ça. Et en fait, euh, c- culturellement, en fait, pour eux, c'est mieux de montrer des enfants sages, des enfants qui sont tous un petit peu au garde à vous. C'est vraiment une histoire de culture un peu différente, quoi. Euh, Par exemple, l'année dernière, nous avions demandé à un partenaire des photos d'enfants pour illustrer un article sur le toit qui était sur un programme de santé, sur un dispensaire. Et nous avons reçu que des photos d'enfants, mais avec des grosses pathologies prises en gros plan. Bon, bah, pour d'autres partenaires, c'était la justification du financement du programme. En fait, hein, ils pensaient bien faire et nous, nous aurions dû bien lui préciser et s'assurer qu'on était bien compris. Et donc, le résultat, on n'a pas pu publier ces photos car nous étions carrément à l'opposé de ce que nous demande l'équipe communication, quoi. Merci pour ta réponse. Et en effet, ça doit être compliqué de bien pouvoir avoir toutes tes demandes ainsi et de bien se comprendre, notamment dans cette logique aussi d'interculturalité, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt dans le rendez-vous. Maintenant, on va s'intéresser à une question un petit peu plus globale. Et là, pour le coup, je vais me tourner vers Madou et Cécile pour répondre à cette question. Alors, Madou, peut-être dans un premier temps. Et cette question, bah, c'est la question centrale de cette partie, c'est pourquoi avons-nous confiance en nos partenaires? Donc, Madou, je te laisse commencer à répondre. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Euh, je résumerai la confiance en trois points essentiels. D'abord, il se trouve que ce sont des programmes que nous avons visités à plusieurs reprises et des programmes que nous avons vu fonctionner, même si ce n'est pas le programme lui-même, ce sont des programmes identiques et des programmes sur lesquels nous avons pu interroger nos correspondants à satiété, lorsqu'on était sur place, bien sûr. On a eu la chance, par exemple, de voir la mise en route de l'école de Sardarpara, avec une réunion sur le site de l'école où il y avait tous les enfants, toutes les familles, les notables des communautés, et puis voir les responsables de Friendship présenter le recensement des enfants à scolariser. Enfin, tout était mis en œuvre pour que nous comprenions parfaitement quel était l'objectif. Euh, Nous avons aussi vu comment fonctionnait l'école en visitant d'autres écoles identiques qui sont créées dans la région par Friendship. Donc ça, c'est le premier point, bien sûr, et qui n'est pas le cas de tout le monde, de tous les programmes. La deuxième raison de notre confiance, ce sont les rapports très réguliers et très complets envoyés par les responsables. Il y a dans ces écoles que nous finançons des résultats supérieurs à la moyenne nationale. Il y a également la motivation des élèves et des parents qui sont toujours très demandeurs
Dans le secondaire, on avait fait jusqu'au niveau 4. Maintenant, ils nous demandent jusqu'au niveau 6. Et puis même, ils espèrent que nous pourrons continuer à poursuivre les enfants dans les études universitaires. Le troisième point, qui à mon avis est le plus fort de ces 3 points, c'est en comprenant les objectifs et la manière d'appréhender les problèmes de Friendship. Ils ont d'abord commencé par s'occuper de la santé des habitants des îles fluviales, du Poutre, parce qu'ils avaient vu que les gens, il y avait beaucoup de gens malades et qui ne pouvaient pas être soignés. Ils ont financé des bateaux médicaux qui allaient de place en place sur les îles. Et puis, en envoyant ces bateaux, ils ont vite réalisé que ça ne suffisait pas de s'occuper de la santé des gens pour améliorer leurs conditions de vie et pour que ces gens puissent vivre décemment de leur travail. Donc, ils ont entamé un programme de scolarisation. Ils leur ont permis de scolariser leurs enfants dans des conditions très, très, très bonnes. Malgré le manque d'enseignants, dans ces îles, il n'y a pratiquement personne qui est scolarisé, donc personne, pas d'enseignants, quoi que ce soit. Mais ils ont pris le parti de les former eux-mêmes. Et puis, ils ont vu que ces gens, ils étaient régulièrement inondés, touchés par des cyclones, etc., enfin, toutes sortes de calamités. Et ils ont été obligés de prendre aussi en compte ce problème. Alors, ils leur ont appris certaines choses, ils leur ont appris à modifier leur culture si c'était nécessaire, par exemple, mais ça ne suffisait pas. Ils les ont aidés à avoir un habitat qui ne se trouve pas sous les eaux régulièrement en faisant des digues. Et ils ont fait des habitations, un modèle d'habitation et d'école démontable qui permet d'enlever l'école dès qu'elle est inondée, de la mettre ailleurs. Ils ont aussi apporté de l'électricité solaire. Ils ont construit des abris anticycloniques et tout ce pour permettre à la population de vivre dans des conditions meilleures et d'accéder à une meilleure vie. Alors, ils ne se sont pas contentés de ça, puisque tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont communiqué au gouvernement, ils ont fait des informations au gouvernement, en particulier pour ce qui est de leur façon de travailler dans les écoles et aussi pour les décisions qu'ils prennent sur le changement climatique. Ils ont même décidé depuis quelques années de participer à la COP. La présidente de l'association va à la COP 21, elle les a toutes faites depuis. Et cette année, elle était accompagnée de 2 jeunes filles des îles qui ont pu porter leur témoignage. Donc, ils vont très loin dans leur façon aussi de rendre compte de ce qu'ils font. Et bien sûr, nous ne finançons qu'une petite partie de tout ce qu'ils font, mais cette vision globale tournée vers l'avenir nous donne beaucoup d'espoir pour le développement et l'autonomie des communautés qui sont dans ces îles. Et c'est vraiment une entreprise de longue haleine. En effet. Merci Madou. Et je vais laisser Cécile répondre de son côté à cette question. Oui, donc pour les programmes du Burkina Faso, nous les soutenons depuis 2007-2008. Il n'y a pas eu de mission ces dernières années. Les délégués des AEM qui ont commencé le partenariat, bien sûr, avaient visité, étudié, évalué et surtout défendu auprès du conseil d'administration des AEM, qui ensuite a validé ces programmes. La confiance est née depuis longtemps. Depuis 2007, l'équipe elle a suivi l'évolution des projets, des actions et même des difficultés du partenaire. La confiance, climat de confiance mutuelle a été instauré, même si les personnes de l'équipe ont changé, et même si l'équipe des AEM, et même si les correspondants du partenaire peuvent changer également, la confiance reste entre l'équipe AEM et l'équipe sur place du partenaire. Le programme d'ASDEN est également soutenu par d'autres organismes de solidarité internationale qui leur font également confiance. Et nous pouvons obtenir régulièrement, facilement, les rapports d'activité, les comptes de l'association qui sont d'utilité publique sur le site internet de l'ASDEN.
Grâce à des réunions visio, aux rapports d'activité, nous pouvons constater la vision globale du programme, même si nous ne finançons qu'une partie de toutes les activités d'AZN. Pour les programmes en Interreg en Haïti, la confiance est présente également car nous avions déjà vu en mission comment Interreg travaillait avec les familles haïtiennes, les directeurs d'école, les éducateurs, les professeurs. Dans un précédent programme que j'avais visité à La Miel, ce programme est terminé maintenant, mais on a entamé deux nouveaux programmes avec Interreg. C'était un travail de qualité qui nous a permis de mieux comprendre et d'aborder les difficultés des Haïtiens. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Cécile. Et merci aussi, Madou, d'avoir répondu à cette question sur la confiance. On a pu voir que, en fait, la vision globale qu'ont nos partenaires et cette vision holistique, comme est présentée dans la vidéo, nous permet vraiment un fondement, enfin, de fonder la confiance qu'on peut avoir en eux. Et plus globalement, sur cette partie, au travers des témoignages de nos équipiers et des témoignages de nos partenaires, on a pu voir à quel point ce lien fort que nous avons tissé avec nos partenaires, qui va au-delà d'une simple collaboration, qui est dans la réciprocité, nous permet en fait ensemble d'être adaptables face à cette problématique de ne pas pouvoir aller sur une mission terrain et nous rend en fait encore plus soudés face à l'objectif commun que nous avons, qui est le développement des droits de l'enfant. Donc je vous remercie à tous d'être intervenus sur cette partie et on va aller sur la dernière question qu'on se pose dans ce rendez-vous, donc dans la partie 3, sur comment on contourne cette impossibilité de mission. Mais avant de passer concrètement sur cette question, on a la chance d'avoir parmi nous en live ce soir Anne Seb de Interred que vous avez pu voir dans les vidéos qui ont été présentées, donc qui va représenter le secteur Haïti. Et donc, je pense qu'en premier lieu, il serait intéressant peut-être de laisser Anne se présenter. Donc, on va vous laisser vous présenter, Anne, et peut-être aussi l'action d'Interred. Oui, bonsoir. Merci pour toutes ces interventions. Donc, en effet, je pense qu'il y a peut-être une précision à apporter, puisque certains d'entre vous ont peut-être été surpris de me voir intervenir pour représenter Haïti. Donc, je vous confirme que je ne suis pas haïtienne et que je suis basée en France. Et en effet, Interred est une association française basée en France, mais qui est bien un partenaire des AEM dans la mesure où nous sommes vraiment spécialisés dans dans la réalisation de programmes de développement dans plusieurs pays du Sud et que donc pour les actions qui sont soutenues par les AEM, c'est-à-dire l'appui à l'agriculture d'une part et l'appui à des écoles primaires d'autre part, nous intervenons à travers deux équipes opérationnelles haïtiennes qui totalisent 28 personnes, 11 personnes pour l'agriculture et 17 pour l'appui aux écoles. Ces équipes sont directement impliquées et installées, elles résident au sein des communautés soutenues et elles interviennent en direct. Nous sommes une équipe de suivi de 3 personnes basées en France, en Europe plus précisément, puisque j'ai un collègue à Barcelone, et nous sommes en contact quotidien avec nos équipes sur place, notamment dans les moments de forte tension, comme c'est le cas en ce moment. Voilà. Donc ce réseau de proximité où vraiment on a des gens qui connaissent parfaitement les zones, puisque la plupart des équipes sont issues des zones d'intervention, comme le disait Alexandra en introduction, ça nous permet vraiment d'avoir des informations aussi précises que possible sur la situation et d'organiser nos missions de terrain dès que nous pouvons le faire en toute sécurité. Donc évidemment, dans un contexte où les équipes des AVEM ne peuvent plus venir sur place depuis plusieurs années, je pense que le fait que nous puissions nous y rendre malgré le contexte, plusieurs fois par an, notre dernière mission date de décembre, eh bien, ça constitue tout simplement un relais pour les équipiers des AEM, puisque lors de nos visites, nous avons évidemment un œil interne, puisque nous allons regarder les actions en fonction des objectifs fixés, mais nous avons aussi un œil extérieur, donc qui est le relais de ce que pourraient faire les AEM. Voilà. Merci pour cette présentation, Anne.
Et je vais vous laisser maintenant avec Jean-Luc peut-être vous interroger sur justement la vision globale qui a été évoquée par Madou et Cécile dans la seconde partie et enfin par la suite répondre à la fameuse question de cette partie qui est comment on contourne cette impossibilité de mission. Donc Jean-Luc, je te laisse la parole pour aller interroger Anne justement sur tout ce sujet. Alors justement, Anne, pour contourner cette impossibilité, nous avons souvent besoin d'informations très précises quant aux perspectives d'avenir. C'est pourquoi je m'interroge en fait sur la finalité des deux programmes que nous soutenons. Euh, pour vous, quel est le lien entre l'éducation des enfants et la sécurité alimentaire des familles? Et comment on rapproche ces deux programmes que nous soutenons avec vous? Alors, dans les zones d'intervention, donc le programme agricole, il est dans des montagnes haïtiennes qui ne sont pas accessibles aux voitures, donc tout se fait à pied, c'est très isolé. Et les familles, dans ce contexte, leur première préoccupation, c'est bien évidemment l'accès aux besoins primaires, c'est-à-dire la nourriture et l'eau. Euh, Ils vivent principalement de leur culture. Ils ont un assolement, un agencement des cultures qui est bien pensé, mais qui est assez fragile. Il est autour de céréales, de légumineuses et surtout du haricot, qui est la culture principale. Dans ce contexte, en cas de mauvaise récolte, et les mauvaises récoltes malheureusement deviennent de plus en plus courantes du fait des aléas climatiques, mais aussi d'une culture qui se fait en pente sur des sols appauvris par la déforestation. Donc ils ont très peu de filets de sécurité et ça veut dire qu'ils basculent très vite dans la faim et que bien évidemment dans ce contexte-là, l'accès à l'école et les frais qu'elle engendre passent au second plan avant justement le fait de nourrir sa famille. Donc nous, en travaillant sur la sécurité alimentaire, c'est-à-dire on améliore l'accès aux semences pour les paysans hein, avec une banque de semences qui leur permet de ne pas être dépendants des usuriers pour emprunter des semences. Euh, En améliorant la diversification des parcelles, on leur permet de mieux vivre de leurs récoltes et l'objectif est évidemment qu'ils puissent en vendre une partie en plus de ce qu'ils consomment eux-mêmes, ce qui leur permet de constituer une épargne la plupart du temps en achetant des animaux. Bien évidemment, il faut que ces animaux soient en bonne santé, sinon l'épargne est perdue. Donc nous intervenons également sur la vaccination des poules, des porcs, pour conserver ces animaux qui constituent vraiment le filet de sécurité des familles. Et quand cet objectif est atteint, ce qui est quand même le cas après quelques années d'intervention, ça leur permet de faire face à des aléas, de bien évidemment assumer les frais de scolarité de leurs enfants, puisque la plupart des écoles dans ces zones reculées sont privées, donc payantes, même si ce sont des frais réduits, il faut quand même fournir l'argent, acheter un uniforme et acheter quelques fournitures. Donc ça permet, et c'est là que et le lien entre la sécurité alimentaire et la scolarisation des enfants, ça leur permet de scolariser leurs enfants. Et certaines familles témoignent même que l'augmentation de leurs revenus agricoles leur a permis non seulement de payer la scolarité primaire de leurs enfants, mais aussi de les envoyer en ville pour poursuivre des études au collège, au lycée, au-delà du primaire. Voilà. Très bien, mais alors maintenant, dans la situation actuelle, comment vous allez appréhender le suivi de ces actions dans ces conditions alarmantes? Alors, les conditions alarmantes durent malheureusement depuis plusieurs années, donc on s'est adapté depuis un certain temps déjà. Nous avons, comme je l'ai dit, des équipes qui sont basées sur place, donc ils n'ont pas de déplacement à faire pour aller travailler. Et le responsable de programme, ce que nous appelons le responsable de programme, c'est-à-dire le chef d'équipe, est vraiment chargé du suivi direct des actions dans un contexte qui, du fait de son isolement, reste en général plutôt calme, est à l'abri des tensions, puisqu'on entend parler des tensions fortes en Haïti, hein, avec la présence des gangs, mais qui sont principalement localisées à Port-au-Prince, la capitale. Donc nos zones sont relativement épargnées, mais bien évidemment, il peut arriver que des tensions arrivent jusque dans ces zones et que dans ces cas-là, par exemple, la conséquence souvent est la fermeture des écoles
Donc, dans ces cas-là, les équipes adaptent leur intervention. Au lieu d'aller dans les écoles, en salle de classe, ils vont travailler avec les parents d'élèves qui, comme on le disait, sont vraiment des acteurs essentiels du bon fonctionnement de l'école et des bons apprentissages des enfants. Donc, globalement, on peut dire que les écoles que nous soutenons fonctionnent plutôt mieux que dans les zones urbaines. Euh, et que voilà, on avance en s'adaptant, par à-coup parfois, avec des ralentissements, mais on continue depuis toutes ces années à maintenir les activités avec des équipes très impliquées sur lesquelles nous appuyons. Et puis, bien sûr, on fait des missions sur le terrain. Alors, dernièrement, malheureusement, on n'en a pas fait, mais on en a fait en décembre. Et ce qui permet, bien évidemment, de croiser les informations reçues à distance avec des observations sur le terrain euh, pour, pour, euh, pour faire assurer le suivi des actions comme peuvent le faire les AEM. Voilà. Évidemment, ces missions sont déprogrammées en cas de problème de sécurité que nous remontent nos équipes de terrain. Alors justement, en cas de déprogrammation, comment vous pouvez contourner cette impossibilité? Alors, on la contourne d'abord en ayant des équipes basées sur place et dont le maître mot est évidemment l'adaptabilité, hein. C'est vraiment ce qui prime en Haïti comme dans ces pays un peu instables. Nos équipes savent qu'elles doivent s'adapter. Elles savent aussi, nos responsables de programme savent qu'ils peuvent arrêter, stopper, ralentir les activités à tout moment en cas de trouble, en cas de mise en cause de la sécurité des équipes. Il peut arriver parfois on interdise des rassemblements. C'est arrivé il y a plusieurs années. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on ne peut plus faire de réunions d'animation, etc. Donc, on ralentit les activités. Et voilà, c'est cette approche qui nous permet de maintenir les activités dès que nous le pouvons, mais bien sûr, dans le respect de la sécurité des équipes. Nous n'avons plus de responsables expatriés en Haïti, mais nous avons quand même, enfin, nous n'en avons plus qu'un seul qui est installé en Haïti depuis de nombreuses années. Et depuis 2019, où quelquefois nous devions reporter des missions et reporter notre appui, nous avons créé ce poste avec cet appui aux équipes de terrain qui est basé à Hinche, qui est la capitale du département du Centre, où sont basées beaucoup de nos activités, et qui, lui, est disponible, peut se déplacer sur les programmes, peut faire des appuis techniques à la fois sur le scolaire, sur l'accès à l'eau, puisqu'il a lui-même géré ces programmes. Il parle parfaitement créole, évidemment. Voilà, on a cet appui sur place qui est notre relais. Et bien évidemment, des relations quotidiennes avec les équipes en direct. Et ces relations sont facilitées aussi parce que nous les connaissons bien, puisque nous les voyons régulièrement. Donc, nous avons vraiment une relation de confiance forte avec les équipes et c'est ce qui nous permet, voilà, d'assurer ce suivi à distance avec des équipes basées sur place. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux pour avoir répondu à cette question, donc plutôt du côté de intérêt du secteur Haïti plus globalement. Maintenant, je vais me tourner vers nos équipiers secteurs, donc je vais me retourner vers Madou et Cécile de nouveau pour vous poser la même question sur comment contourner cette impossibilité de mission. Et peut-être Madou, dans un premier temps, nous expliquer ce qui a déjà été fait à ce niveau-là. Oui, en 2018, il y a eu au Bangladesh des troubles importants et c'est à la suite de ces troubles que le gouvernement français nous a fortement déconseillé de nous rendre sur place et c'est sans interruption depuis, il n'y a jamais eu de fenêtre, si je puis dire, pour nous permettre d'y aller. Donc, quand nous nous sommes trouvés dans la possibilité de partir en mission, dès 2019, nous avons envisagé des solutions alternatives telles que les visios, les échanges de photos, les visios avec le partenaire. Mais l'idée, c'était surtout de rencontrer nos partenaires en les faisant venir vers nous, c'est-à-dire en les faisant venir en France, ou alors en les rencontrant à mi-chemin ou à un tiers de chemin en Inde, par exemple, puisqu'on avait des équipes qui allaient en Inde, ça aurait pu se faire conjointement. Puis finalement, en 2020, on avait décidé de les faire venir parce qu'il y avait un congrès et on s'était dit que tout le monde pourrait profiter de ce qu'ils avaient à dire
et que ça serait bien plus intéressant pour tout le monde. Et donc, tout s'est mis en place, on a organisé leur venue, tout était prêt, on savait comment on allait organiser leur séjour, on savait exactement quelle serait leur intervention au congrès, on avait tout mis en place, ils avaient demandé leur visa, et puis paf, c'était au mois de mai 2020, normalement, le congrès, et le Covid est arrivé en mars 2020, donc tout s'est arrêté, et ils n'ont pas pu venir. Bon, depuis, nous n'avons pas repris cette invitation, mais nous ne tarderons sûrement pas à le faire. Ouais, je pense qu'ils viendront plutôt en France, parce qu'en Inde, c'est très compliqué maintenant pour les ONG de s'y rendre. Mais voilà, on a trouvé cette solution aussi qui nous permet justement de tisser des liens directs personnels avec eux. Ouais. Oui, c'est sûr que grâce à ça, on peut trouver des solutions alternatives. Et justement, peut-être Cécile, tu peux venir nous répondre aussi donc à cette impossibilité de mission et comment la contourner et avec ce que on pourrait imaginer, ce qu'on aimerait faire par la suite ou à l'avenir. Et ce qu'on aimerait faire, dans le sens où on a déjà entendu que des partenaires, aussi bien du Bangladesh ou d'autres équipes, sont venus en France parce que ils étaient dans leur tournée, ils viennent en France éventuellement comme village pilote, ou alors par impossibilité de se voir. Donc on a posé la question lors d'une réunion visio avec AZN en début d'année. Là, on leur a demandé s'ils étaient déjà venus en France. Ils nous ont dit que oui, mais qu'en ce moment, c'était très difficile pour eux d'obtenir un visa et de se déplacer en venant du Burkina Faso. De ce fait-là, on leur a demandé si éventuellement c'était compliqué ou impossible ou possible d'aller pour eux au Sénégal afin qu'on puisse les rencontrer lors d'une prochaine mission au Sénégal qui serait prévue en fin d'année. Là, ils ont tout de suite été très enthousiastes de nous rencontrer, de pouvoir enfin discuter des programmes en direct. Et ils nous ont dit que pour eux, il semble que ça ne pouvait pas poser de problème pour faire le déplacement. Donc, on leur a dit qu'on allait les avertir et voir comment ça pouvait se faire, mais on va essayer de s'adapter à nos partenaires et à chaque situation pour garder cette confiance et l'améliorer, on va dire. Merci beaucoup à toutes les deux pour avoir répondu à cette question et merci globalement à tout le monde qui a pu intervenir sur ce rendez-vous. Alors, pour faire un petit mot de conclusion avant de passer aux questions-réponses, on a pu voir tout au long du rendez-vous, en fait, l'importance des missions au sein des Amis enfants du monde et le problème que ça peut créer le fait de ne pas pouvoir aller sur place. Mais on a aussi pu mettre en avant, notamment dans la partie 2, à quel point le lien fort que nous avons créé avec les partenaires, qui va au-delà d'une simple collaboration, qui est dans une logique de réciprocité et surtout qui va dans le sens d'un objectif commun, qui est la défense des droits de l'enfant, nous permet en fait ensemble d'être adaptables face à cette contrainte et de trouver des solutions alternatives qui ont notamment été exposées dans la partie 3 via notre partenaire, donc Anne, qui était présente pour y répondre, mais aussi grâce à Cécile et Madou qui ont pu y répondre également. Et qu'au final, en fait, nos relations et qui vont au-delà de cette collaboration qui est basée sur la confiance et sur cette vision commune, qui est d'assurer un soutien continu aux enfants et aux communautés dans le besoin, nous permet aujourd'hui de continuer à évoluer et de réellement contourner complètement cette contrainte et d'envisager un avenir, de continuer un avenir ensemble, si je peux dire. Je vais laisser Alexandra prendre la parole. Comme elle vous l'a mis dans le chat, c'est le moment des questions. Donc, soit vous levez la main si vous voulez intervenir directement et on vous donnera la parole les uns après les autres, soit vous mettez directement vos questions dans le chat et comme ça, on pourra laisser les intervenants répondre en fonction de la question posée. Donc, je vous en prie, c'est le moment. N'hésitez pas, c'est votre moment pour les questions-réponses. Alors peut-être, Alexandra, Manon, bonsoir à tous. Une Bonsoir. question à notre partenaire Interreg, là, qui est là, j'en profite pour lui demander comment elle voit l'avenir d'Haïti, là. Est-ce que on peut envisager une mission
ou la situation est tellement difficile que malheureusement, ce n'est pas du tout envisageable? Alors, aujourd'hui, c'est pas envisageable puisque voilà, mon collègue devait partir en mars et il a dû ajourner sa mission et vraiment, c'est très rare qu'il le fasse. Euh, c'est vrai que en ce moment, il y a une, une augmentation des tensions, d'abord parce que il y a des fortes récriminations envers le Premier ministre, puisque, pour rappel, il y avait un président qui avait été élu en 2016, qui était extrêmement contesté socialement, qui a fini par être assassiné en 2021. Et c'est depuis son Premier ministre de l'époque qui assure le gouvernement du pays par intérim. Et bien évidemment, toute la population réclame des élections, élections qui sont difficiles à organiser étant donné le contexte d'insécurité du pays, qui est en fait plus ou moins prisonnier des gangs qui bloquent tous les accès de la capitale, qui rackettent les voitures sur les routes, qui bloquent régulièrement des routes. Il y a quelques personnages qui se proposent comme président, mais qui ne sont pas très recommandables. Donc, il y a une espèce de cristallisation de la situation. Ils ont créé un conseil présidentiel, puisque le Premier ministre a quand même annoncé sa démission si un conseil présidentiel constitué des différentes forces en présence euh, se constituait et former un gouvernement. Bon, c'est encore en cours. Il devait également y avoir une intervention kenyane votée par l'ONU pour former la police haïtienne. Et cette intervention, après des atermoiements du Kenya, le Kenya a finalement renoncé tant que la situation politique n'était pas clarifiée, puisqu'il y a ce conseil qui est en cours de constitution. Donc là, clairement, les gangs prennent le pouvoir, ils bloquent les accès, ils bloquent l'importation des produits de première nécessité, le carburant est devenu rare et cher, donc on est en situation de guerre civile. Donc, alors, ça peut aussi faire bouger les choses que ça débloque des choses et qu'il y ait des évolutions politiques. Mais il est clair qu'actuellement, la France est en train de rapatrier ses ressortissants. L'Allemagne a rapatrié déjà, l'Union européenne. Donc, l'ambiance est plutôt au retrait des étrangers qu'aux missions. Donc, savoir dire l'avenir en Haïti, c'est totalement impossible, hein. C'est un pays extrêmement volatile avec des avantages parfois parce que ça peut aussi tourner, mais c'est vrai que la situation aujourd'hui ne permet pas d'envisager une mission. Maintenant, peut-être que dans un mois, on dira pas la même chose et que les choses auront évolué. Donc, malheureusement, en matière d'avenir, les prévisions sont difficiles et ça prend tout son sens en Haïti. Donc, on espère une mission des AEM parce que c'est vraiment des visites qu'on apprécie, nous, en tant que partenaires sur place, que, en effet, les, les gens qui nous soutiennent viennent voir en direct, parce qu'effectivement, rien ne remplace ces visites qui permettent aux équipiers des AEM de se faire leur propre idée des choses et de mieux comprendre comment on travaille, parce qu'on ne pourra jamais expliquer ça aussi précisément qu'avec une visite de terrain. Donc, nous, on est tout à fait on attend aussi ces missions et on regrette tout autant que vous leur absence. Donc, on suit l'actualité, mais c'est vrai que le pays est classé en zone rouge par le ministère des Affaires étrangères français depuis plusieurs années maintenant et que ça n'a pas l'air de vouloir changer. Donc, c'est assez compliqué, malheureusement. Merci pour ta réponse, Merci. pour votre réponse, Anne. Je rebondis, Anne, comment les programmes peuvent continuer d'avancer ou est-ce qu'ils sont bloqués? Voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Finalement, les programmes n'avancent pas si mal. Ça peut paraître un peu étonnant quand on entend l'actualité. Mais du fait qu'ils sont dans des zones assez reculées, ils sont quand même protégés. C'est vrai que nous, avec les tensions, on a quand même fait un plan de repli justement vers la Miel, que tu connais, Cécile, qui est une zone frontalière de la République dominicaine, qui est une zone assez loin, enfin qui est vraiment tranquille, où
qui est plus tourné vers la République dominicaine d'ailleurs. Donc on a des intervenants là-bas, on a des interlocuteurs. Le programme qui s'est arrêté continue quand même, l'équipe a continué de travailler avec les écoles. Donc, on a un bon réseau social là-bas. Donc, on s'est rapproché d'eux et on sait que si nécessaire, les équipes qui le souhaitent pourront aller là-bas. Pour l'instant, elles considèrent qu'elles n'ont pas à se déplacer. Mais c'est vrai qu'étant dans ce qu'on appelle les mornes en Haïti, c'est-à-dire dans les montagnes, hein, où il faut monter en faisant de la piste en 4x4 et puis marcher. Alors, à la Miel, on y va en voiture directement, mais les zones du programme agricole, par exemple, il faut monter pendant 2 heures par des petits sentiers de montagne. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, les activités continuent et c'est même étonnant quand on va en mission parce que quand on est sur les zones, c'est parfaitement tranquille, les gens vivent leur vie et on n'a pas du tout l'impression d'être dans un pays à feu et à sang. Donc c'est ce qui explique qu'en effet, nos programmes puissent continuer. Leurs actions, et tant mieux d'ailleurs, parce que les familles ont encore plus besoin d'être soutenus dans ce contexte. Donc oui, oui, on a la chance de pouvoir continuer grâce à vraiment un réseau de personnes des zones qui sont bien renseignées, qui sont très impliquées, hein, qui lâchent pas l'affaire. Et qui nous permettent de continuer les activités. On construit des latrines, les écoles fonctionnent. Voilà, on va faire les campagnes de prêt de semences pour l'agriculture, là, parce qu'on est vraiment dans la fenêtre stratégique pour l'agriculture, donc il faut pas louper ce moment pour que les gens puissent planter et avoir des récoltes suffisantes pour vivre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Corinne, tu as levé la main? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, en se plaçant, enfin, au niveau des équipes de secteur, est-ce que vous ne sentez pas, ou est-ce que vous ne sentez pas un risque de démotivation des équipiers quand il n'y a pas de mission pendant plusieurs années? Est-ce que c'est pas un risque, voilà, je ne sais pas, quelle est votre perception dans les équipes qui sont concernées? Je peux répondre. Vas-y, Cécile. Si, c'est sûr que je faisais partie de l'équipe Haïti, j'en fais toujours partie, mais pour avoir une autre motivation, une motivation supplémentaire, je fais partie d'une autre équipe qui part en mission. Donc, je suis toujours le programme haïtien, mais j'en fais un autre. Ça me donne plus de travail, mais je suis plus motivée dans ce sens-là. J'imagine. Ouais, c'est sûr que c'est pas si facile que ça. Bon, le fait qu'on puisse correspondre, parce qu'avec Internet, c'est facile, on peut voir Anne, on peut avoir des gens qui sont en France, c'est facile de parler du pays, même si on n'y va pas. Mais quand on travaillait rien qu'avec les programmes des pairs haïtiens, c'est pas possible, en fait, parce que n'ont pas de réseau, ils n'ont pas les moyens techniques. Donc, c'est pas possible de continuer à travailler. On n'a pas on n'a pas de communication, c'est vraiment trop faible. Donc c'est vrai que la motivation est très difficile. Je peux rebondir aussi en disant que ben, je suis dans un secteur où on part au Sénégal, donc heureusement quelque part, mais il y a aussi l'enthousiasme de Joël qui était avec nous avant, de Jacqueline qui connaissent très bien, qui sont déjà partis là-bas. Et ça motive de voir tout leur enthousiasme et ça, même si on n'est pas parti, ça génère notre propre enthousiasme. C'est la transmission. C'est ça. Moi, je peux répondre aussi par rapport au Bangladesh. Effectivement, enfin, Madou, tu pourras me contredire, mais c'est vrai qu'on est quatre dans l'équipe, mais on se rend compte que il y a un manque de motivation quand même au bout d'un moment, quoi. Et enfin, c'est même pas au bout d'un moment parce qu'en fait, je pense que on a des collègues qui ont eu vraiment du mal à s'approprier le secteur, comme on parlait tout à l'heure, quoi. Euh, c'est soit on y va enfin on y va en restant sur place, hein, mais on s'implique réellement et on va mettre du temps à bien assimiler le secteur et ainsi de suite. Ou alors, eh bien, devant l'avalanche de travail et tout ça, on peut vite baisser les bras et la motivation s'en va. Oui, c'est sûr que bon, moi, j'y suis allée plusieurs fois, donc le ressenti n'est pas du tout le même.
je connais les endroits dont je parle, j'y ai mis les pieds, je sais comment ça fonctionne et je peux comprendre parfaitement que ça devienne difficile pour les autres qui n'ont jamais mis les pieds là-bas et qui n'ont que des mails ou des rapports à se mettre sous la dent. Heureusement qu'on a des visios, heureusement que, mais bien sûr que c'est toujours beaucoup plus difficile au niveau de notre motivation. Je vais intervenir à mon tour pour dire que je fais partie de l'équipe Cambodge-Vietnam et que j'ai continué de m'intéresser en arrière-plan à Haïti en suivant les événements et en m'intéressant aux deux programmes que suit Interreg. Mais en faisant partie du secteur Cambodge-Vietnam qui est sur deux pays, la motivation s'est vraiment accélérée et donc je suis toujours très très content de pouvoir participer et communiquer et m'intéresser à la vie de ces pays. Oui, Cécile? Oui, je voulais en rajouter aussi dans le sens où j'ai eu la chance de partir en Haïti et c'est difficile de lâcher quand on a connu une mission ou deux missions. J'en ai fait deux en Haïti et même si on n'y va plus, on a toujours ces visions, quoi. Donc c'est encore plus difficile. Donc ça, un petit grain de motivation dans le sens où c'est difficile de lâcher, quoi, quand on est allé sur place. Je comprends ceux qui ne sont pas allés en mission C'est dans le ça, les pays. différences, je pense. Ça, c'est différent. Ouais, je pense qu'avec Madou, on est allé dans les pays, donc c'est différent. C'est sans doute Jacqueline? plus difficile, oui, pour Pardon. une personne qui ne serait jamais partie et qui, voilà, qui serait partie d'une équipe où on ne part pas, quoi. Ah Mais oui. comme disait Jean-Luc tout à l'heure, il y a aussi ce sentiment de frustration, quoi. Moi, je suis sur deux secteurs du coup où on ne part pas, Haïti et Bangladesh. Bon, Ah bah, je oui. suis parti dans le temps pour l'Inde, donc là, je peux comparer entre guillemets, mais en sachant que c'est pas comparable parce qu'en fin de compte, des Indiens ne vont pas du tout se comporter comme des Haïtiens ou comme au Bangladesh, quoi. Donc il y a toujours ce côté un peu frustrant, quoi, de pas avoir vécu de cette rencontre avec les partenaires en vrai, quoi. Jacqueline, je te laisse ajouter. Oui, donc je fais partie de l'équipe Afrique de l'Ouest et je rejoins ce que disait Cécile tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'aller en mission au Sénégal, donc c'est très motivant. Mais ce secteur Burkina nous intéresse vraiment beaucoup aussi, comme on l'a dit, on a évoqué pour quelles raisons on avait confiance dans ce partenaire qu'on connaît depuis longtemps. Et au-delà de nos frustrations, je pense que on peut dire que justement, on travaille sur les droits de l'enfant, on a vraiment un engagement fort aussi dans l'association. Et de ce fait, ces partenaires qui traversent de plus grandes difficultés que jamais et qui sont extrêmement motivés face à l'adversité, nous donnent vraiment l'envie de poursuivre cet engagement. Même si je suis d'accord avec ce qui a été dit, évidemment, on éprouve des manques sur le plan de la communication en particulier. On ne peut pas rencontrer les bénéficiaires directs, les parents, les familles. N'a pas tout le contexte autour, culturel, etc. Je suis d'accord là-dessus, bien entendu. Mais je pense aussi que notre objectif fait que la motivation, la flamme est là. Voilà. Merci Jacqueline. Et pour ta réponse, donc on se rapproche des 20h30 et on voit du monde qui part, donc on va conclure nous sur ce rendez-vous. Alors, pour conclure, bah, on souhaiterait alors tous, enfin, surtout au nom de l'association, dire un grand merci à tous nos partenaires équipiers et Alexandra pour avoir pu intervenir sur ce rendez-vous solidaire et l'avoir fait vivre. Et un merci aussi tout particulier à Anne qui s'est rendue disponible pour être là en live avec nous et répondre aux questions. Un grand merci également à Marion, à Fria,
pour son travail sur les vidéos. C'est elle, notre vidéaste de l'association, qui nous fait tout ce travail très riche à chaque rendez-vous solidaire, à chaque événement que nous avons. Et il est important de souligner son travail là-dedans. Un grand merci aussi à toutes les personnes présentes ce soir. Alors, malheureusement, on a quelques-unes qui nous ont quittés, mais elles un replay avec ces merci pour elles. Parce que le fait que vous suivez le rendez-vous, c'est ce qui donne vie aussi, vos questions, etc. C'est ce qui permet aujourd'hui d'animer ces soirées. Donc, un grand merci à vous. Et on espère que vous avez pu mieux comprendre les différents enjeux des missions et des absences de missions. Enfin, l'importance des missions et leur absence et comment on arrive à gérer tout cela. Donc, un grand merci à tous. Et pour conclure, alors, je vais partager juste mon écran. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui seraient là présents ce soir, et même pour ceux qui nous connaissent mais qui ne seraient pas au courant de tous les réseaux sur lesquels on est présent, vous pouvez nous retrouver sur ces différents réseaux. Donc notre site internet, le Facebook de notre association, on a une page Instagram également. On est présent sur LinkedIn et sur YouTube, sur lequel vous retrouverez ce rendez-vous solidaire en replay dans peu de temps. Donc voilà, un grand merci à tous encore et je vous souhaite une très bonne soirée.